Volodymyr Zelensky a confirmé ce lundi que son pays ne participerait pas aux prochains pourparlers qui se tiendront entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu en Israël, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Les candidats à la chancellerie des 4 principaux partis allemands ont participé à un dernier débat télévisé, à une semaine des élections fédérales anticipées. Le pape François souffre d'une infection polymicrobienne complexe qui nécessite selon le Vatican une prolongation de son hospitalisation. Volodymyr Zelensky a confirmé ce lundi que son pays ne participerait pas aux prochains pourparlers qui se tiendront entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite. Alors que le président ukrainien a précisé ne pas y avoir été invité, des délégations russes et américaines se rencontreront ce mardi à Riyad afin de discuter de la résolution de la guerre en Ukraine et de finaliser la préparation d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. La semaine passée, les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone pour évoquer les conditions pour parvenir à la paix et ont par la même occasion affirmé leur volonté de travailler ensemble. Écartés des négociations, les dirigeants européens ont été interloqués par le rapprochement entre Washington et Moscou. Une réunion informelle sur la sécurité réunissant une dizaine de pays de l'UE a été organisée en urgence à Paris par Emmanuel Macron. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a toutefois réitéré ne pas souhaiter la présence des Européens aux pourparlers de Riyad. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? Après s'être rendu aux Émirats arabes unis ce dimanche pour discuter d'un grand programme humanitaire, Volodymyr Zelensky doit se rendre en Turquie et en Arabie saoudite dans les prochains jours. L'Europe aura-t-elle son mot à dire sur le processus de paix en Ukraine ? À l'heure où Donald Trump fait cavalier seul en négociant bilatéralement avec Vladimir Poutine tout en tenant à l'écart le vieux continent, l'Europe tente de se faire entendre. Well, Trump has shown that he's not very willing to share the negotiations with anyone. He is rather willing to give things away to Putin. I think Europe just has to act on its own now. We have to be clear that our commitment is not going to change. And we really have to deliver now. We have to make sure there's the money, there's the support, there's the military, which is now needed. Le secrétaire à la défense américain a déclaré que l'Ukraine devrait faire une croix sur les territoires occupés par Moscou et sur une adhésion à l'OTAN. De son côté, l'Europe a répété à maintes reprises qu'aucune décision ne devait être prise sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Force de maintien de la paix, livraison d'armes, les États-Unis ont demandé aux capitales européennes de préciser leurs garanties de sécurité à destination de l'Ukraine. Well, Europe has to do much more now because the US is not willing to underpin any kind of ceasefire. Trump, unfortunately, is giving away a lot to Putin. That means Europe has to give the support to Ukraine, it has to give the security guarantees, it has to put the troops there to make sure that Putin does not cross that line. Un cessez-le-feu instable ne garantirait pas une paix durable en Ukraine et en Europe. Aussi, l'Europe doit cartographier l'architecture de sa sécurité future, appelle le président du Conseil européen, Antonio Costa. We have to have a ceasefire. Which, yes, does stop the military action for the moment, but also has the guarantees to make sure that it can last, to make sure that we're not back in this situation in a few years' time, or even worse, with an invasion of the Baltic states, of Finland, of the rest of Europe. L'Europe n'a pas dit son dernier mot.
Certains dirigeants européens se sont réunis lundi en urgence à Paris pour s'accorder sur une stratégie de défense. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu en Israël, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Il a rencontré le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, avec qui il a discuté de la proposition controversée du président américain Donald Trump concernant l'avenir de Gaza. Le nouveau secrétaire d'État américain a soutenu le plan pour Gaza en invoquant la nécessité d'un changement. What cannot continue is the same cycle where we repeat over and over again and wind up in the exact same place. Related to that, the president's been very clear. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. Benjamin Netanyahou estime que le plan américain est la seule option viable qui permette d'envisager un avenir différent. La proposition est de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en déplacer ses plus de 2 millions d'habitants vers l'Égypte et la Jordanie. President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. And from action. Marco Rubio se rendra ensuite en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il a choisi d'éviter l'Égypte et la Jordanie qui ont refusé le projet proposé par Washington et Israël. À quelques jours des élections fédérales anticipées, le chancelier allemand Olaf Scholz et ses principaux adversaires ont participé à un débat télévisé en direct. Robert Habeck, candidat des Verts, Friedrich Merz, leader de l'Union chrétienne démocrate, et Alice Weidel de l'Alternative pour l'Allemagne ont échangé leurs points de vue sur divers sujets. Die Ukraine muss eine demokratische, souveräne Nation sein, über deren Köpfe hinweg nicht entschieden wird. Das werden wir als Europäer nicht zulassen. Deshalb fahre ich auch morgen nach Paris und rede mit vielen Freunden dort, wo wir uns zusammentreffen, um genau das zu verabreden. Deutschland hat die Ukraine ja. Und mit Verlaub, dass diese Treffen der letzten Tage und Wochen in Paris stattfinden, dass Emmanuel Macron das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und der deutsche Bundeskanzler dort allenfalls stundenweise zu Gast ist nicht die Rolle, die ich mir für Deutschland in einer solchen Auseinandersetzung vorstelle. Der Marktordnung. Deswegen müssen jetzt die Europäer... Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen es interessiert, was die Amerikaner ihnen als Wahlempfehlung geben. Ich denke, da werden die Menschen in Deutschland sich ihr eigenes Bild machen, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir sind ja nicht hörig von Wahlempfehlungen von zweifelhaften Vizepräsidenten. Das ist nicht das, was mich in erster Linie besorgt. Das gehört sich nicht, das ist ein Stilbruch, aber es geht hier nicht um Stilfragen. Das, was jetzt in den letzten Wochen und mit der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist, das kann man nicht ernst genug nehmen, weil die Trump-Administration einen Frontalangriff auf die Wertegemeinschaft des Westens startet. Sie haben kein Konzept. Also ich begrüße es erst einmal, dass J.D. Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, sich so deutlich geäußert hat. Er hat sich bekannt zur Meinungsfreiheit und er hat sich bekannt, dass man keine Brandmauern aufbauen darf, um Millionen von Wählern von vornherein auszuschließen. Wir müssen miteinander reden, das hat er deutlich gemacht. Und er hat auch deutlich gemacht, genau wie Donald Trump, dass endlich ein Waffenstillstand in der Ukraine verhandelt wird und ein Frieden geschlossen wird. Das ist im Übrigen das, was die AfD jetzt fast 3 Jahre lang gefordert hat. Le scrutin de dimanche est largement considéré comme l'un des plus importants de l'histoire allemande récente. Le Vatican indique que le pape François souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires, qui nécessite une hospitalisation prolongée. Le pape âgé de 88 ans a d'abord été admis en urgence pour une bronchite vendredi. Mais son état de santé est désormais qualifié de complexe et impose des ajustements de son traitement, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. À l'extérieur de l'hôpital, des religieux continuent à prier pour le rétablissement du pape François.
perché noi sappiamo che ognuno di noi, nessuno ha proprio forte, con l'età anche la salute, con il pesante del lavoro impegnato che lui fa ogni tanto. Le pape François a fait face à plusieurs problèmes de santé tout au long de sa vie. Il a notamment subi une ablation partielle d'un poumon à l'âge de 21 ans. En mars 2023, il a été soigné 3 nuits dans le même hôpital pour une bronchite. Après sa nouvelle admission vendredi, les médecins lui ont prescrit un repos absolu, ainsi que des traitements médicamenteux non précisés. Ils ont par la suite indiqué que sa légère fièvre avait disparu et que son état était stable. Alors que les températures avoisinent les 0 degrés depuis plusieurs semaines en Belgique, la ville de Verviers a mobilisé des lits supplémentaires dans ses refuges dans le cadre du plan Grand Froid. Mais leur nombre reste insuffisant pour accueillir le nombre croissant de sans-abri dans les rues. Quand je vois encore certaines personnes qui se battent pour avoir des places, il n'y a pas assez de places. 7 places. 7 places. Et on est au moins une quinzaine par jour. Au mois de décembre, 45 personnes ont été refoulées de ce refuge. En janvier, le chiffre est passé à plus de 60. Nous, devoir fermer la porte et dire à quelqu'un « il fait -3, mais tiens, voilà un sac de couchage, tu peux aller dehors », c'est juste insupportable. Le manque d'hébergement pour les sans-abri est bien documenté à Bruxelles, mais les statistiques nationales négligent souvent les petites villes. Selon la Fondation Roi-Baudouin, environ une personne vivant à la rue sur 6 réside dans une commune de moins de 50 000 habitants.